Je suis vraiment tenté de recourir au mot conversation et peut-être même au mot causerie. Le mot russe, razgovor, implique une langue naturelle, une langue simple, familière. On parle en russe des conversations de Socrate plutôt que des dialogues. Rien d'organisé dans le mot et surtout pas d'échange réglé par un code d'usage académique, ou ecclésiastique, ou universitaire, ou politique ou médiatique. Mandelstam avait horreur de tous ces codes d'expression. Dans un brouillon, il parle de la curiosité de Dante dans la comédie, un brouillon de la conversation sur Dante, et de la démangeaison qui pousse Dante à questionner et à toujours prendre appui sur un détail concret, de répondre entièrement, tout le temps, à ces détails par un dard, une morsure. Il sent qu'il est mordu. Donc, il parle, c'est Mandelstam qui le cite en italien, il morso. Voilà, c'est toujours une morsure. Alors, allons-y plutôt pour le mot causerie. Un poème de Ossip Mandelstam, connu par son premier vers, c'est-à-dire son titre, déclare « Non, jamais de personne je ne fus le contemporain ». Et je crois qu'on peut considérer avoir là une sorte de clé pour entrer dans l'œuvre compacte, sibylline et prophétique du poète. Certes, moins importante que celle de Dante, et de loin, elle tient en 2 volumes qui ont paru à Bruit du Temps et la Dogana, traduit par Jean-Claude Schneider, et néanmoins, elle est sibylline. Ce qui fait que, je dois confesser ma très grande, timidité et humilité en abordant ces thèmes, parce que, d'abord, Dante, c'est pas un texte que j'ai lu en italien du début à la fin, et j'en suis incapable. Face aux Everest, aux Himalayas de gloses les plus variées sur Dante, je ne peux que me cacher comme une fourmi. Et pour Mandelstam, eh bien, ce sont évidemment pas des Himalayas, mais disons des monts blancs de glose et d'interprétation. Il y en a énormément. Dans la conversation sur Dante, il faut d'abord comprendre l'importance cruciale pour Ossip Mandelstam, au moment où il écrit ce texte, du mot « conversation ». Car dans ce qu'il a appelé « mon siècle loup », siècle dévoreur, Mandelstam avait de moins en moins d'interlocuteurs. Il n'avait plus d'âme vive à qui parler. Bien sûr, Nadezhda Khazin, son épouse, était à ses côtés. Et comme elle et Lydia Tchoukovskaya l'ont raconté, elles retenaient toutes deux par cœur ces poèmes qui ne devaient pas rester écrits sur du papier en fonction des perquisitions qui pouvaient à tout moment surgir. Et elle retenait par cœur ces poèmes. En somme, on peut dire qu'elle les planquait mentalement dans leur cerveau. Et naturellement, comme lorsqu'elles avaient une bonne mémoire, mais pas une mémoire, titanesque, donc elle répétait ce magasin de poèmes l'une à l'autre à chaque fois qu'elles se rencontraient. Anna Andreevna Akhmatova également, mais à un moindre degré, servait de magasin
de Planck pour les poèmes si dangereux de Mandelstam. Chaque poème pouvait devenir une pièce conviction après une perquisition pour l'arrestation, la ruine, la mort. Alors il y a eu 2 arrestations. Avec la première, il est allé à Tcherdine, qui n'est pas loin de Perm, où je me suis rendu pour voir la maison où il avait habité. C'était émouvant et avec un détail assez intéressant. Et la deuxième a eu lieu juste après Voronej, dans un petit village. Il est parti, cette fois-ci, disons que la première arrestation a donné lieu à une certaine indulgence de Staline, qui a été légèrement, pas assiégé, on n'assiégeait pas Staline, mais interpellé par Boukharine, qui était encore en vie, qui était encore un peu le guide intellectuel du Politburo, et par d'autres. Staline écrivit en marge du nom de Mandelstam après sa première arrestation. Je vous rappelle que Staline se faisait présenter toutes les listes d'arrestations et de condamnations à mort, c'est-à-dire des catalogues immenses. Et il écrivit en marge du nom de Mandelstam « isolé mais conservé ». On l'isola et on le conserva jusqu'à la 2e arrestation, où il partit par ces immenses transferts de bagnards vers la Sibérie, et à l'autre bout, puisqu'il est allé à Vladivostok, et c'est dans la banlieue de Vladivostok, dans un camp de transfert gigantesque dont il reste actuellement quelques ruines, quelques vestiges, avec un petit monument en l'honneur de Mandelstam, qu'il est mort d'après des compagnons de ce camp qui ont vaguement parlé de lui. Il serait mort de faim parce qu'il était quasiment fou et persuadé qu'on voulait l'empoisonner. Ces maigres possibilités d'être publiés début des années 1930 disparaissent après l'apparition du petit recueil de 1928. En 1931, il écrit cette fameuse épigramme contre le montagnard aux doigts gras, c'est-à-dire tout le monde reconnaît Staline. C'était véritablement ce qu'on peut appeler épigramme suicide. Et d'ailleurs, c'est ainsi que l'a désigné Boris Pasternak quand il en a eu la connaissance. Et il y a eu l'impudence et l'imprudence extraordinaire de lire ça dans une cuisine à 14 personnes qui étaient réunies. Bon, 14, il y avait au moins 2 délateurs sur 14. En principe, quand il y avait 4 ou 5 personnes, il y avait un délateur. Et cela, pas seulement sous Staline, c'est une vieille habitude en Russie dont Pouchkine a souffert et qui reprend aujourd'hui. Le poète de Tristia, le nom qu'il reprend à Ovide, le poète de Pierre, la pierre, le poète du bruit du temps, où il raconte son enfance juive, était un brillant causeur, parfois méchant causeur, méchant moqueur. Anna Akhmatova en parle avec délectation dans ses mémoires, mais petit à petit, les publications disparaissent, même les publications d'un poème, un article ou une revue, qui sont le gagne-pain de Mandelstam. Et lorsqu'ils ont quitté Nadezhda Khazin, son épouse,
et lui, Leningrad pour Moscou, ils avaient quelques amis à Leningrad qui étaient des amis, on peut dire, intimement persuadés qu'ils avaient un génie en face d'eux. À Moscou, ils n'avaient pas. Ils n'avaient plus ces rares admirateurs de Leningrad. L'isolement se fait sentir, multiplié par une très sombre affaire de plagiat, sur laquelle je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui le mit en rage et qui fait un peu penser, quand on connaît la vie de Paul Celan, au même épisode, l'accusation de plagiat. En 1933, le couple revint pour quelque temps à Leningrad, pour quelques jours plutôt, et Anna Akhmatova note: il venait d'apprendre la langue italienne, et Dante le faisait délirer. Nous nous mîmes à parler du purgatoire, et je lui lis un morceau du 30e chant, l'apparition de Béatrice. Excusez-moi pour ma prononciation. Sopra candido del cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Vestita. Couronnée d'olivier, sous un voile blanc, m'apparut une dame sous un vert manteau, vêtue des couleurs de la flamme vive. La traduction de Jacqueline Risset. Et Anna Akhmatova nous dit: Ossip éclata en sanglots. Je pris peur. Je lui demande: qu'y a-t-il? Et il me répondit: rien, mais c'est l'effet de ces mots et de votre voix. Alors la première arrestation a eu lieu le 13 mai 1934 avec assignation à demeure dans la petite ville de Tcherdine. L'esprit du poète, on peut dire, était déjà par moments assez troublé. Akhmatova, par exemple, dit qu'il errait dans Tcherdine en cherchant son cadavre à elle, parce que à la porte de la Loubianka, elle était venue attendre son apparition pour qu'il parte dans un fourgon à la gare, un fourgon pénitentiaire, et qu'elle avait dû repartir avant qu'il apparaisse. Donc, il est persuadé qu'elle a été tuée et il la cherche, il cherche son cadavre dans Tcherdine. Ces délits réveillés étaient évidemment inquiétants. L'amitié avec Anna Andreevna résista à toutes les circonstances. Mandelstam avait pu écrire quelques petits méchants vers sur ses vers à elle. Et Akhmatova, dans un magnifique poème bref de 1924, demandait à la muse, à sa muse, à elle: c'est toi qui à Dante dicta les pages de l'enfer? Elle me répond oui. En février 1937, elle se rendit à Voronej, qui était donc le second lieu d'exil des Mandelstam. Et une fois de plus, ils lirent ensemble à haute voix la comédie dans l'original. Une fois de plus, ce fut un exercice poétique comme hors du temps, hors du siècle loup. Au retour, chez elle, à Leningrad, Anna Akhmatova écrivit son poème intitulé Voronej, la ville. Dans la chambre du poète exilé, la peur et la muse tour à tour veillent. Une nuit avance qui ne connaît pas d'aube. La conversation sur Dante date des signaux précurseurs de cet isolement et de ces moments de délire diurne. Dante est l'objet de la conversation, mais c'est une conversation avec qui? La seule réponse adéquate est avec Dante lui-même. Il en arrive à un moment où Dante est son seul interlocuteur vivant. Même pas Nadiejda, avec laquelle il y a des moments quand même
de mésentente. L'auteur de la comédie fut, durant les 7 dernières années de sa vie, son principal et presque son unique interlocuteur. Pas l'interlocuteur qu'avaient eu les romantiques russes, pour qui, comme pour Chateaubriand, l'exil de Dante est la clé de son génie. Pas celui de Pouchkine, qui 2 fois s'est lancé dans l'écriture de Tercet à la Dante, dans des imitations de Dante, c'est le titre qu'il a donné à ces 2 poèmes, en langage semi-tragique, semi-parodique. Il est difficile de savoir quelle est la tonalité principale de ces 2 imitations de Dante chez Pouchkine. Mais en revanche, il y a le Pouchkine qui, dans un premier brouillon de la conversation sur Dante, est dit par Mandelstam être un grand emprunteur aux poètes italiens, à qui il prend le caractère explosif et inattendu de l'harmonie. De cette harmonie qui est une luxuriance, je cite encore, mais une luxuriance essentiellement nécessaire et parfois amère comme le pain quotidien. Le pain de la prière enseigné par le Christ à ses disciples et que reprend Dante au chant 11 du Purgatoire. Pas non plus le Dante du philosophe et poète Vladimir Solovyov, qui avait lu Dante dans l'original dès 1883 et qui intègre le culte de Béatrice, de la Vita Nova, de la comédie, à son culte de la Sophie, de l'éternel féminin, qui imprègne sa philosophie et sa poésie. Avec, là aussi, un peu comme chez Pouchkine, une sorte d'ambivalence entre tragique et parodique. Parce qu'on ne peut pas parler des sujets les plus hauts, les plus élevés, sans une part de parodie. La philosophie de Vladimir Solovyov, et en particulier ses poèmes sur la Sophie, imprègne entièrement toute une génération, dite les symbolistes russes, pour qui l'entrée dans Dante se fait par Vladimir Solovyov. Alors, je ne citerai que 2 poèmes qui sont liés à des lieux de Dante, le poème Ravenne d'Alexandre Bloch et le poème en tercet de Valère Brioussoff, Dante à Venise. Il y en a bien d'autres dans cette constellation. Et il y a aussi Vyacheslav Ivanov, le plus grand connaisseur et le plus grand traducteur avant Lozinski de Dante à l'époque. Et ce Ivanov qui, pendant son exil volontaire au début de la guerre civile russe à Bakou, en Azerbaïdjan, donne un cours sur Dante qu'il intitule « Sainteté et conciliarité ». Alors, conciliarité, c'est un mot que Vyacheslav Ivanov aime beaucoup. Je me rappelle que c'était un ami de Martin Bodmer, que Vyacheslav Ivanov. Et il y avait 5-6 étudiants à Bakou sur conciliarité et sainteté de Vyacheslav Ivanov. Il ne pouvait pas y avoir une centaine d'étudiants, mais il y en avait un qui a noté les cours, et nous avons ce cours. On y voit un Dante moteur des astres et poète le plus isolé et le plus conciliaire possible. Voilà, une contradiction. Isolé, conciliaire, de toute la poésie européenne. En fait, rien de tous ces prédécesseurs russes, des lecteurs de Dante ou des adorateurs de Dante, n'est plus éloigné de Mandelstam. Ce Dante symboliste le met littéralement en rage.
il s'en moque très souvent et méchamment. Il ne connaissait, lui, qu'un seul Dante. Et ce Dante, c'est l'ouvrier des phonèmes, l'insecte chanteur, la cigale infatigable qu'est Dante, le bébé qui babille sans arrêt dans son berceau. Et bien sûr, l'exilé Dante était quelque part derrière l'épaule de Mandelstam. Il ne pouvait pas ne pas être là, puisque Mandelstam était un exilé intérieur, un prisonnier, et attendait sa mort. Il était condamné à mort, comme Dante, sauf que la condamnation a été exécutée. Mais Dante n'était pas là pour être compagnon de malheur, comme il l'avait été pour tout le XIXe siècle, mais pour butiner les sons, pour saisir le babil de cet enfant, de ce monde enfant, disons. Et il fallait, selon Mandelstam, aller chez Dante et revenir de chez Dante, y aller et revenir, y aller avec un panier plein. Deux contemporains réels, il n'en a eu qu'un, qu'il a appelé mon siècle loup. Mais Dante a quand même été un compagnon intime. Alors, 2 ans durant, 1931-1932, Mandelstam apprend tout seul l'italien, tout seul et en entier, et sans aucune aide, il lit la Divine Comédie. On peut dire que c'est là sa conversation essentielle avec Dante qui va durer jusqu'à sa mort. Il est très probable qu'au camp de transfert à Vladivostok, au milieu de ses délires, il serait cité du Dante. En particulier à Voronej, pendant les moments de plus grande déréliction, et lorsqu'il mange de l'air mort et dit à soi-même « Je dois vivre, bien que 2 fois je suis mort ». Ces vers, comme le dira plus tard Nadejda à Marietta Chagignan, deviennent de plus en plus, je cite Nadejda Mandelstam, une décharge de malheur, d'interdit et de mortelle terreur. C'est ainsi qu'à Voronej, ses lèvres murmurent, et Nadejda prend en note le 1er février 1937, un des poèmes que je préfère dans les cahiers de Voronej. Où me fourrer dans ce janvier fou, la ville offerte accrochée à un clou, toutes ces portes closes, et ça me rend soûl. J'ai envie de mugère face à tous ces verrous. Droit dans la fosse obscure et ces verrues, je glisse vers la pompe à eau glacée. Je trébuche et mange de l'air mort. Les noirs corbeaux pris de fièvre ont tous fui. Moi, je gémis. Leur cri après et mugis dans la goulotte en bois verglacé. Un lecteur, une oreille, un être à qui parler. C'est la nuit. Voronej est comme une immense plaque de glace. Il faut aller pomper l'eau pour avoir de l'eau dans leur petit logis. Le poète glisse, tombe douloureusement, se relève, va vers la pompe à eau, la goulotte est glacée, pas moyen d'avoir de l'eau. Elle refuse de cracher de l'eau, en même temps que le monde entier lui refuse, c'est le dernier mot, un lecteur, une oreille, un être à qui parler. Dans cette chute, dans ce poème étrange, mystérieux, il parle à cette goulotte qui normalement doit lui donner de l'eau, et il lui parle pour lui dire « Donne-moi un lecteur, une oreille à qui parler ». Il n'y a plus d'oreilles bienveillantes, il n'y a plus de paroles échangées. Mandelstam est d'ailleurs le contraire d'un poète lyrique, c'est-à-dire il ne dit pas « je ». En ce sens, il est l'opposé à Boris Pasternak, ce qui peut-être explique ce fameux coup de fil que Staline a donné
après la première arrestation à Pasternak, c'est-à-dire pas donné le coup de fil, Pasternak reçoit ici le Kremlin, veuillez rappeler à tel numéro. Il rappelle, il a Staline au bout du fil, et Mandelstam vient d'être arrêté, et Staline lui dit « Que pensez-vous de Mandelstam ?» Et la réponse, évidemment, nous la connaissons, le dialogue, nous le connaissons uniquement par Boris Pasternak. Il a hésité à répondre. Parce qu'au fond, la poésie de Mandelstam lui était légèrement étrangère, mais il dit « mais ça n'est pas la question aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je pense du poète Mandelstam ». Et l'autre raccroche en disant « eh bien, moi, je défends mieux mes amis », de façon à laisser Pasternak dans le trouble le plus complet, évidemment. Mandelstam a besoin d'une empathie avec le monde, avec les hommes, d'une empathie clignotante, a dit le plus grand spécialiste, à mes yeux, du vers russe et interprète de Mandelstam, c'est-à-dire Mikhail Gasparov. Au moment où Staline raccroche en disant avec cette cruauté perfide à Pasternak « moi, je défends mieux mes amis », deux empathies coexistaient étrangement chez Mandelstam, l'une avec Dante, de plus en plus étroite et intime, et l'autre avec le poète André Biely, qui va bientôt mourir. Et Mandelstam va, d'un jet poétique, lancer une salve poétique, les seuls vers qu'il ait jamais écrits sur la mort d'un poète, en janvier 1934. Alors que la mort du poète est un des grands thèmes de la poésie russe depuis la mort de Pouchkine, la mort de Lermontov. Staline, grand forgeron d'un homme nouveau, disait « Il faut attentivement, avec beaucoup de soin, faire pousser les hommes. » Et ce jardinier attentif, prénommé Joseph, comme d'ailleurs Ossip, puisque Ossip c'est Joseph, n'était peut-être pas si éloigné de celui qui célébrait les grandes constructions, le clavier des mentions du monde, citation de Mandelstam, le clavier des mentions du monde, ou encore l'orgie des citations, toutes expressions qu'on retrouve dans la conversation sur Dante et qui datent de la même année que le coup de téléphone de Staline. Et nous en dirons un mot qui explique l'Ode à Staline, écrite à Voronège, qui est autre chose qu'une simple tentative de mourant de rejoindre le troupeau des turiféraires du nouveau Sardanapale. Alors, la célébration des grandes constructions dès 1912, les cathédrales Hagia Sophia, Constantinople, Notre-Dame à Paris, et la cathédrale, disons, de Pierre le Grand, qui est l'Amirauté à Saint-Pétersbourg, c'est les premiers thèmes du poète Mandelstam, qui termine un de ses poèmes par « D'une pesanteur mauvaise, je créerai moi aussi un jour la beauté ». Dans le Matin de l'acméisme, il célèbre l'œuvre d'art comme une monstrueuse densité de vie dont elle est le réceptacle, les mains du bâtisseur qui métamorphoseront le caillou en substance, le génial Moyen-Âge ouvert à la physiologie, où l'artiste ne signait pas son œuvre, où la rivalité n'existait pas, et où le seul complot était celui contre le vide et contre la mort. Il lui fallait l'objet du potier, l'amphore grec, la voile du vaisseau, le ballon du footballeur, le pantalon bouffon de Charlie Chaplin. Il aimait avant tout le catalogue des vaisseaux dans l'Iliade. Je rappelle ces vers très connus. Insomnie, Homère, les voiles qui se tendent. J'ai survolé le catalogue de vaisseaux, leurs longues nichées, ce cortège de grues, un jour déployé au-dessus de l'Ellade.
Lorsqu'il ne sentait plus cette complicité avec le caillou, Mandelstam se taisait. Et au fond, les silences très longs de Mandelstam sont des marqueurs dans son œuvre, aussi importants que les minutes où ses lèvres se mettent à murmurer. Aux émigrés, il lance « Où fuyez-vous? Pourquoi de l'arbre à vie vous êtes-vous détaché ?» Aussi, ce n'est pas Dante l'exilé, son compagnon, mais Dante qui a surmonté l'exil, car il faut rester avec les loups. Car seul est libre l'esclave qui a surmonté sa peur. Car il faut se séparer, mais intérieurement, face à la mort. Et c'est pourquoi Mandelstam a chanté, c'est un de ses grands thèmes, la science de la séparation. Là, j'ai une petite critique envers les traductions de Jean-Claude Schneider, que j'admire beaucoup, évidemment. Pas la science de l'adieu, c'est la science de la séparation. La chute de Troie a appris aux hommes, y compris aux Grecs, qui étaient les vainqueurs, qu'il faut savoir se séparer. Lui n'est pas avec les fondateurs de Rome qui a service. L'Énéide n'est pas son poème préféré. Il chante ce qu'il appelle Rome Herculanum, c'est-à-dire qui va périr sous la cendre. Lorsqu'il énonce « J'ai oublié le mot que je voulais dire », c'est pour marquer les ruptures, faire des ruptures les marqueurs essentiels. La grande poésie, celle qui est nécessaire, qui fait le travail du soc de la charrue, c'est-à-dire qui retourne tout, les couches anciennes de la culture viennent à la surface, et c'est cela qui va fertiliser et donner la récolte suivante, font revivre le présent. Et je crois qu'il considère sa poésie comme un soc de charrue dans la culture mondiale. Au moment d'aborder avec sa charrue les trois immenses canticas de la comédie, il déclare diviser les œuvres mondiales en autorisées et interdites. Dante fut interdit avant d'être une Bible dantesque, mais écrit-il au passage dans quatrième prose, titre très simple, ça veut dire mon quatrième recueil de prose, un point c'est tout, quatrième prose. La Bible, pour Dante, n'était pas sacrée, elle était un objet. Et un auteur en mal d'éditeur, ça c'est Anna Akhmatova qui nous le raconte, il lançait. Il se plaignait de ne pas être édité. Et Mandelstam, du haut de l'escalier, lui lance. Et André Chénier, on l'éditait. Et Jésus-Christ, on l'éditait. Pour Mandelstam, lecteur de Dante, il n'y a pas chez Dante de continuité causale, tout est synchrone. De même que lui reçoit toute la littérature mondiale de façon absolument synchrone. Dante est une machine à voler qui lance une autre machine à voler, qui lance une autre machine à voler, et ainsi de suite. Des fusées, Matryoshka si vous voulez, ou des fusées comme celles qui aujourd'hui partent vers le lointain cosmique. L'axe du monde de Dante est certes fixe et éternel, il le remarque ici ou là, créé par Dieu, et celui de Mandelstam est mobile, toujours en sursaut, c'est cette fusée qui s'en va. Et dans le long poème, assez difficile à déchiffrer, à celui qui a trouvé un fer à cheval, c'est la forêt qui dit la nature du futur navire. Et ce que le navigateur futur, lui-même dévoreur d'espace, hallera, va haler dans les liquides fondrières à la rugueuse surface des mers. Donc en regardant la forêt, nous voyons le mât du navire, nous voyons le navigateur se perdre dans les fondrières
de la rugueuse surface des mers. Et le fer à cheval trouvé dans la glaise nous conduit au coursier, à son dernier galop, aux odeurs de thym, au frottement de mâle, à Pindare, à Olympie, à Néaire, la nymphe aimée par Hélios, chantée par Chénier. On y trouve l'Ars Poetica de Mandelstam. Où commencer? Je cite. Où commencer? Tout craque, vacille, l'air tressaille de comparaison. Pas un mot qui l'emporte sur l'autre. La terre bourdonne de métaphores et les agiles carrioles à deux roues que tire une meute diaprée d'oiseaux fondus dans les forts se disloquent, à rivaliser avec les favoris s'ébrouant sur l'hippodrome. Le poème date de 1923, il a été repris en 1928, il s'intitule « Fragment pindarique ». Alors, la conversation avec Dante, évidemment, tente de formuler cet ars poetica d'une façon à la fois plus développée et plus elliptique, si on peut dire. De Dante, Mandelstam même l'obscurité intrinsèque. Et il insiste beaucoup, la maladresse. C'est un des grands traits pour lui de Dante. La maladresse, mais aussi l'unité cristallographique de la Divine Comédie, plus faite d'énergie que de forme. Chapitre 3, Jean vient à la conclusion que le poème entier est une seule strophe, unique et insécable. C'est encore aussi pour lui un gâteau de miel polyédrique et à l'infini. Bien sûr, abeilles, guêpes ont toujours été à l'œuvre dans tout Mandelstam du début à la fin. Et ici, elles sont particulièrement affairées. C'est sûrement en pensant à Dante qu'il écrit en février 1937, à la veille de la catastrophe finale, cette poésie sur l'axe de la Terre. Armé de la vision des guêpes étroites, suçant l'axe terrestre, je sens tout ce qu'il m'a fallu rencontrer et m'en souviens par cœur et en vain. Alors, je pense que la rapacité des guêpes suceuses mène à l'ode à Staline, qui n'est pas l'acte de soumission, mais l'acceptation du changement de l'axe du monde. Je cite, « J'évoquerai celui qui bougea l'axe du monde sans léser les mœurs de 140 peuples. » Or, dans la conversation sur Dante, le poète est le stratège des mutations. Le poème est toujours, dit-il, en mouvement tectonique, géologique. Il est un journal du temps, comme l'est la grande poésie. Il est, chapitre 11, une collection minéralogique et le meilleur commentaire organique de Dante. En conciliant l'inconciliable, Dante altère le cours du temps ou bien cet arbour. S'il a dû recourir à la glossolalie des faits, à la synchronisation d'événements, de noms, de traditions disjoints par les siècles, c'est parce qu'il percevait les harmoniques du temps. Bon, c'est un commentaire qui est assez proche d'André Biely, que j'ai déjà cité, pour qui le monde était glossolalie, c'est-à-dire un parler en langue, comme le parler qui est tombé avec l'Esprit Saint sur les disciples du Christ et qui tombe sur certains saints, dont Siniavski parle dans son livre sur le goulag, parce qu'il y avait des mystiques parlant en langue qu'il a rencontrés au goulag, c'est-à-dire au bagne. Et cette glossolalie, parlée en langue mystique, venue du rien ou du tout, est ici un parler en événement, une histoire synchrone, fantasmatique,
où Dante peut faire apparaître tous les personnages antiques, chrétiens, de Florence d'ailleurs. Dante, ajoute Mandelstam, n'a rien de romantique. La comédie n'étant rien, si vous voulez, une légende des siècles, Dante est un scribe, je cite, scribe, qui lorgne en tremblant le manuscrit enluminé emprunté à la bibliothèque du prieur. Et il est comme Rimbaud, déroulant son sonnet de voyelles et surtout haut. Alors, c'est surprenant, mais Rimbaud arrive dans la conversation sur Dante. Et je rappelle la fin de ce sonnet de Rimbaud. Ô suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Dante dirige donc pour Mandelstam son orchestre sonore, chimique. Son discours qui, citation encore, élabore ses outils en cours de route et en cours de route les détruit. On voit donc Mandelstam s'épuiser, se contredire lui-même, à vouloir dire, ou plutôt à vouloir vivre Dante comme une genèse de poussée, dont, en somme, selon lui, et pour lui, les 13 000 tercets ne sont que un résidu polyédrique, calligraphique de ces poussées phonétiques, volcaniques, géologiques, comme vous voulez. Et très important, il souligne l'infantilité de la phonétique. Bon, j'en ai donné un exemple dans mon petit texte pour le catalogue La Fabrique de Dante. Pour lui, cette infantilité de la phonétique de Dante, cette subtile puérilité, elle est fondamentale chez Dante. C'est une affinité avec le babil des tout-petits par on ne sait quel dadaïsme immémorial. Et il cite le début du chapitre 15 du Paradis. Consolado usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla, favoleggiava con la sua famiglia de Troiani, de Fiesole et di Roma. Et là, on voit le babil de l'enfance, qui est d'abord le babil que les parents parlent à l'enfant. La première traduction qui m'introduisit à Dante, il y a très longtemps, fut, hélas pour moi, celle d'André Pézard dans la Pléiade, dans la première Pléiade. Dans son jargon pseudo-moyenâgeux, qui est certes un exploit en soi, mais un exploit vain et une trahison, je pense, du texte. Alors, je cite la traduction de André Pézard de ce passage. L'une consolait son fils dans le parler où jadis ont joué pères et mères, l'autre s'y fabloyait avec ses servantes de Troie et de guerre et de Fiesole et de Rome. Et il ajoute en note, ce dont Dante loue, ce que Dante loue en ces braves gens, c'est le naturel, la fidélité aux choses du vieux temps. Heureusement, Mandelstam n'a pas pu lire ce commentaire dans notre Pléiade nationale, parce que pour lui, ça aurait été un contresens absolument odieux. Et il lui dit des commentaires de Pézard, comme de beaucoup d'autres, sur les citations. Il dit « La citation n'est pas emprunt, elle est cigale. Sa nature est de grésiller intarissablement. Agrippée à l'air, elle ne lâche plus prise. » La citation. Ou encore ceci, Dante nous envoie des bulletins d'information qui émanent du lieu même du combat.
Et ces menus fanions stratégiques, ensemble, suggèrent à merveille le fracas de la symphonie guerrière. Et alors, n'attendez pas un récit de Théramène, c'est un babil de guerriers, un babil de nourrissons guerriers. Au chant 10 de l'enfer, il admire ce qu'il appelle les attaques. Bon, en rhétorique, on parle d'attaque. Mais surtout, l'attaque, la deuxième, Volgiti Kephoi, pour lui, c'est toute l'horreur du présent. C'est ce qu'il dit en latin « terror presentis », l'état pur de la terreur et l'exorcisme contre la terreur. Fugitivement, mais sans hésiter, il compare avec les personnages de Dostoïevski qui se ruent à leur perte vers le scandale absolu, à la rencontre de leur bourreau. Farinata delle Uberti, le chef des Gibelins florentins, vient de se dresser jusqu'à la ceinture hors de sa tombe et de reconnaître Dante d'une famille ennemie de la sienne. Et il lance « Ô Toscan qui parcourt vivant la ville de flamme ». Mandelstam souligne comme avec compassion d'un compagnon de bagne la peur, l'embarras et la maladresse de Dante que son guide vite éloigne de Farinata et pousse plus loin entre les sépultures. Cette maladresse du poète le conduit parmi les morts. Et c'est évidemment la sienne propre. Je cite encore, « Il faut être une taupe pour ne pas apercevoir que tout le long de la comédie, que Dante ignore comment il doit se tenir, que Dante ne sait ni marcher, ni dire, ni saluer. » Ce Dante mandelstamien, interdit, maladroit, qui est à la fois le Dante poète qui murmure les tercets et le Dante personnage qui voyage aux enfers, puis au paradis avec son guide, Botticelli nous le montre souvent en une incertitude totale, incapacité de comprendre, de marcher ou dire. Ici, vous avez un portrait du jeune Ossip en 1914 à Saint-Pétersbourg. Là, vous avez le cliché policier pris lors de son arrestation. Là, vous avez un portrait de lui où il a l'air en bonne forme, en 1935 à Voronège. Et là, ce passage que commente longuement Mandelstam, où vous avez au purgatoire ceux qui ont péché par voracité, parce que le mot de gourmandise en français me paraît pas très bon pour un péché mortel. En russe, il y a un mot beaucoup plus beau qui est la rapacité des entrailles. Et un peu plus loin, enfin sur la même illustration, voilà. Le polyèdre aux 13 000 facettes de la comédie, ce balbutiement aux 13 000 facettes en langue, selon Mandelstam, est une sorte de glossolalie dadaïste. À l'été 1933, deux poètes qui étaient hostiles l'un à l'autre auparavant se rencontrent à Koktebel, en Crimée. Mandelstam avait écrit une méchante critique sur les carnets d'un toqué de Biéli. C'est oublié. Le toqué, le fol en Christ qu'est Biéli, lui est devenu proche. Les deux femmes, Nadezhda Yakovlevna et Klavdia Nikolaevna, personnellement étudiant, j'ai rencontré les deux, s'entendaient très mal. Et Nadezhda écrit « Les hommes étaient attirés l'un par l'autre.
c'est que leurs courbes devenaient tangentielles et ils parlèrent de Dante, de sa glossolalie, de la glossolalie biélienne. Les conjonctions sont incontestables. Au chapitre 6 de la conversation sur Dante, Mandelstam évoque l'ambiance d'attente du concert que l'on a dans la comédie, selon lui, à plusieurs moments, comme dans la salle de concert, où on attend ce qui va se passer et où on entend plutôt le brouhaha gigantesque de l'orchestre qui est en train de s'accorder. Et on croirait entendre le début du premier rendez-vous, le poème de Billy, qui lui-même se voyait, vivait comme un chef d'orchestre idiot. Alors, je cite un tout petit passage. « Le monde s'arrachait dans les essais de Curie, bombe atomique qui éclatait en sons électroniques d'une hécatombe non incarnée. » Et je cite ces vers parce que 6 mois plus tard, Mandelstam écrit une salve poétique pour la mort de cet idiot poétique qu'était Boris Bougaev, alias André Biely. Et il rappelle à ce moment-là que la mort du poète est l'acte suprême de son œuvre, c'est-à-dire le dernier élan de son énergie créatrice. Et au passage, ne nous étonnons pas des traces de Henri Bergson, énergie créatrice, que l'on voit chez Mandelstam, ici ou là, comme on les voit dans le Docteur Zhivago de Pasternak, car Bergson a exercé une influence énorme sur toute cette... sur tous ses contemporains russes, entre autres. Cette salve poétique veut dire que l'idiot, dans le brouhaha du monde, la maladresse innée, sont des accompagnements du génie. C'est l'accompagnement de Dante. Lecture, et lecture seulement de Dante, car le poète s'est bien gardé d'écrire le moindre tercet, comme tant d'imitateurs de Dante au XIXe au XXe siècle. Il ne s'agit pas de suivre de Dante, de le poursuivre, encore moins de l'imiter. C'est une nourriture. Il faut la voir comme nourriture. Et dans l'exil de Voronège, qui est un sursis avant la mise à mort, il s'agit d'une rencontre. Dans une lettre à Corneille Tchoukowski, Mandelstam dit « Je suis une ombre, je ne suis plus ». Dans une autre lettre à Youri Tinianov, il dit « S'il vous plaît, ne me prenez pas encore pour une ombre, je projette encore une ombre ». Comment ne pas voir qu'il a rejoint la troupe des ombres, et celle que l'on voit par exemple sur cette illustration de Botticelli, au chant 23 du Purgatoire. Elles avaient toutes les yeux obscurs et creux, et la face pâle, et elles étaient si maigres que leur peau suivait la forme de leurs os. Les orbites semblaient bagues sans gemmes, qui lit homo dans le visage des hommes aurait bien reconnu ici le M. Homo, O-M-O, ajoutez un H et vous avez l'homme. C'est la toute dernière année du poète. Il avait, disent beaucoup de ceux qui l'ont connu à cette époque, vu à cette époque, l'air d'un vieillard. Il avait grossi comme ceux qui sont affamés. Il rejette encore tout à fait en arrière son visage. Il l'a écrit lui-même. Et il rejette son chef en arrière comme un prince altier, bien qu'il ne soit rien d'un prince. Et un peu comme Dante au chant 16 de l'enfer, Così gridai con la faccia levata. Il s'était pris
d'une enseignante à Voronej, Evgenia Stempel, qui enseigne au Technicum d'aviation de Voronej. C'est un amour platonique. Il lui dicte des vers qu'il vient d'écrire. C'est à elle qu'il a laissé un cahier de ses vers pris en note en partant pour le village de Saviolovo, d'où il est parti pour la Sibérie, d'où il est parti pour la mort. Et dans ces tout derniers vers, on a l'impression qu'il revit le va-et-vient de Dante entre vivant et ombre des morts, vivant parmi les morts. Quand il s'adresse aux femmes, qu'il dit « parentes de la terre humide » et dont chaque pas est un sanglot sonore. Ces femmes, elles ont vocation d'accompagner les morts, d'accueillir les ressuscités, exiger d'elles caresses et sacrilèges, prononcer l'adieu excès de nos forces. Ce qui fut un pas n'est plus d'ici. Immortelles les fleurs, sans faille le ciel, ce qui sera est seulement promesse. Un petit mot, cette Evgenia était boiteuse, d'où ce qui fut un pas, le pas de la boiteuse. Dans la conversation, il est question longuement des pas du pèlerin Dante. Je cite, « Combien de semelles en bœuf, combien de sandales Alighieri a-t-il usé sur les sentiers de chèvres de l'Italie ?» Lecteur donc et murmurant de Dante jusqu'à la mort, Mandelstam usait, lui, ses sandales de poète à vivre l'histoire catastrophe, à chercher l'axe de la terre qu'avaient les Grecs et qu'avait Dante. Là où était la beauté pour les Grecs, ils ne voient qu'orbite vide, comme sur ce dessin, et marmots endormis sous la taie des mouches bleues. Mais il aime l'italien. La langue italienne aigre douce, prise de folie, l'aide jusqu'au bout. Des tertres de tête humaine s'étendent au loin. Là-bas, je rapetisse. On ne me voit plus déjà, mais dans les livres câlins et les jeux de la marmaille, je ressusciterai pour dire que brille le soleil. C'est pris dans le numéro des Belles Lettres de 1981. C'est la traduction de Philippe Jacotet. Je salue ce numéro et son créateur parce que, en somme, c'est le premier texte où l'on voit apparaître le vrai Mandelstam. On ne le connaissait pas. Bien sûr, il y a des choses qui clochent parce qu'on n'avait pas encore les textes définitifs. On avait l'édition de Gleb Struve qui était extrêmement fautive. C'est un éclat de poème qui est écrit, vous voyez, 1936 ou 1937, à la veille du terrible, comme dit Nadejda, la veille du terrible. Il était allé à Tambov, dans une sorte de sana, et c'est là qu'il aurait écrit cela. Pour moi, ces 4 vers sont un peu le final de sa conversation avec Dante, et même, comme il le dit dans le brouillon que j'ai déjà cité, la dernière étape de son voyage avec conversation. Car le dernier vers du paradis est évidemment devant lui, avec lui. C'est son dernier vers à lui, son soleil à lui, mu par l'amour. Et malgré les monceaux de têtes humaines et le froid qui gagne l'Europe, comme il dit dans son poème sur l'Arioste, un froid qui, hélas, gagne aussi le monde, notre monde, mais nous rend Mandelstam tellement proche. Merci.